Parcours de coach. Aujourd'hui dans Parcours de coach, je vous propose une exploration du coaching existentiel. L'occasion d'évoquer notamment comment accompagner les clients qui souhaitent concilier leurs valeurs personnelles et leur activité professionnelle. Pour cela, je reçois le coach et superviseur Omid Koneshari, qui est l'auteur du livre Coaching existentiel, accompagner la recherche de sens au travail, aux éditions Duno. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez un homme bâtisseur de ponts entre le coaching et d'autres approches pour faciliter dans ses accompagnements l'émergence d'une clé essentielle, le sens. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Omid Koneshari, bonjour. Bonjour. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Je voulais être architecte, entre 7 et 10 ans en fait, principalement parce que mes deux oncles maternels que j'admirais étaient architectes tous les deux. J'étais fasciné par ce qu'ils pouvaient faire, des choses très différentes d'ailleurs. Il y en a un qui était plutôt vers des maisons individuelles et beaucoup de créativité, et l'autre qui faisait des grands bâtiments, des hôpitaux, et voilà, j'étais fasciné par ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton environnement familial ? Que faisaient tes parents, par exemple ? Alors mon père était prof à la fac, prof de microbiologie des aliments, et il avait une autre spécialité qui était élevage de poissons. Il était venu en France pour faire ses études sur ces deux sujets. Et ma mère, jusqu'à mes 12-13 ans, elle nous a gardés, voilà, donc elle était à la maison. Ensuite, elle a maîtrise d'anglais, elle était dans l'éducation et est devenue prof. Tu avais combien de frères et sœurs ? Une petite sœur, 2 ans de moins que moi. Je suis né en Iran. On habitait à Téhéran. Mes parents faisaient partie de l'élite qui était partie en Europe pour revenir et construire le pays. Et les choses ont beaucoup changé suite à la révolution en Iran. En 79, j'avais 10 ans. J'ai connu un environnement de chaos. Ça fait partie de moi, ça m'a beaucoup construit. Alors ça, c'est à l'époque de l'ayatollah Khomeini, c'est ça ? Exactement. Et du coup, mon père, qui était chef de département, qui faisait de la recherche et de l'enseignement, il avait une personnalité très forte. À la Révolution, il disait directement ce qui lui convenait pas. Et du coup, il s'est fait mettre au placard. Assez rapidement, il a changé de vie professionnelle. Lui aussi, il était plutôt à la maison. Donc l'environnement a vraiment basculé en fait à mes 10-11 ans. Par exemple, mon père a participé à éradiquer la malaria en Iran. Et puis du jour au lendemain, il était à la maison. Donc j'ai vraiment connu 2 environnements avant et après la Révolution, quoi. C'était un gouvernement très dur, avec des règles très strictes, etc. Tout à fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. À l'école aussi, j'avais un environnement vraiment avant et après. J'étais dans une école internationale, dirigée par des Italiens qui étaient installés en Iran depuis 40 ans, où ils nous parlaient persan. Et en même temps, il y avait 8 ou 9 religions différentes dans cette école. Tous les après-midi, on avait de l'anglais. Ça s'est arrêté du jour au lendemain après la Révolution. C'est-à-dire que l'école a fermé ? Ah oui, ils ont fermé l'école, ouais. Trop ouvert, trop cosmopolite. Absolument. Les pères Don Bosco sont restés encore en Iran parce qu'ils ne voulaient pas partir, mais ils étaient dans les églises orthodoxes et finalement ils sont partis en Italie. Dans l'environnement d'après, j'étais dans les écoles publiques parce qu'il n'y avait plus d'écoles privées. Avec un enseignement religieux à temps, j'imagine ? Absolument. Dans un environnement bizarre, parce qu'après il y a eu la guerre avec l'Irak. On avait des obligations de prier à l'école, même ceux qui étaient pas religieux. C'était plutôt difficile à vivre. On avait 2 vies. On avait une vie à la maison, où mes parents invitaient énormément de gens. Il y avait des discussions de politique à n'en plus finir. Il y a des personnes qui restaient dormir chez nous. Et le lendemain, c'était rediscussion politique. Et puis, à l'extérieur, on savait qu'il fallait éviter un certain nombre de sujets, même pas seulement politique. L'alcool était interdit. Le rock, j'imagine ? Ah oui, il s'agissait surtout pas de parler de ce qu'on écoutait à la maison. Il y a une double vie qui s'installe assez vite. Avec une conscience de ce qu'on peut dire et de ce qu'il faut éviter de dire absolument. Ah oui. Déjà, au moment du Shah, c'était quand même une dictature. Même à l'âge de 6 ou 7 ans, on a une double vie comme ça en Iran. Après la Révolution, c'était extrêmement marqué. Ouais. C'était une des raisons pour lesquelles mes parents décidaient de venir en France, parce qu'ils connaissaient des Français, bien sûr, et des Iraniens en France. Est-ce que tu te souviens des qualités que tu avais, enfant ? J'étais un petit gamin dynamique et joyeux. Je courais de partout, je me voyais toujours avec un ballon quelque part. Je pense que j'étais plutôt vif. Certaines sensibilités, voire une intuition sur un certain nombre de situations que je ne m'expliquais pas et qui n'étaient pas vraiment reconnues dans la famille, en fait, des choses que je me suis gardées pour moi. Je pouvais avoir des ressentis très positifs ou très marqués vis-à-vis des personnes ou des groupes, des intuitions comme ça. Puis j'étais un enfant avec beaucoup de copains. Les copains étaient très importants, plutôt câlins aussi. J'adorais ma famille. Quelles études as-tu faites ? À l'arrivée en France, je suis arrivé direct en première. Je parlais pas un mot de français. J'ai fait l'année de première, mi-chemin entre apprendre le français et faire ce que je pouvais. Après la première et la terminale, finalement, c'est la physique qui m'intéressait.
J'ai une maîtrise de physique à Grenoble. Et puis à la fin de la maîtrise, il y avait une part de moi qui voulait aller faire de la physique en lien avec la biologie moléculaire, etc. Ça m'attirait énormément. Et puis mes parents m'ont beaucoup encouragé, voire forcé à faire des études d'ingénieur. Ça, c'est vraiment le truc de l'immigré de deuxième génération. En Iran, les métiers reconnus, c'est médecin, ingénieur ou architecte, etc. Ma sœur est médecin et chirurgienne. Donc finalement, j'ai choisi ça. Je fais des études dans une grande école. Dans la foulée, j'ai fait chef de projet informatique pendant 5 ans. C'était vraiment très très loin de ce qui me parlait. C'est ta première expérience professionnelle, première partie de vie professionnelle? Absolument. C'est ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, chef de projet informatique. C'était varié, sympa. En lien, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs sur un projet informatique. Absolument relationnel, donc c'était mieux. Mais c'était pas ce que je voulais apporter au monde. Au bout d'un moment, je me sentais même inutile. T'avais l'impression d'être déconnecté de quelque chose de réel? J'étais totalement perdu. J'ai énormément de mal à me motiver, très très compliqué. Et au bout de 4-5 ans, j'ai décidé de me réorienter. C'est comme ça que j'ai trouvé le monde du conseil. Là, j'ai découvert un monde qui me correspondait plus. Des sujets variés, des entreprises et beaucoup plus dans la relation. Je me suis beaucoup plus épanoui dans ce type de métier. Et là, c'était du consulting en informatique toujours? J'ai commencé par du consulting en informatique et assez rapidement, c'était plutôt de l'accompagnement au changement sur les grands projets d'entreprise, sur des sujets passionnants en fait. Mais là aussi, au bout de quelques années, je trouvais plus de sens. On était beaucoup plus focalisé sur les processus, sur le côté opérationnel, sur la performance, sur la partie économique que la partie humaine. Et ça me convenait pas. Et encore, j'étais dans les boîtes de conseil qui sont très orientées de la dynamique d'équipe, mais au bout d'un moment, ça m'allait pas. C'est ça qui a fait que vraiment là, à 32 ans, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Ce qui me manquait le plus, c'est un peu de magie. C'était trop rationnel. J'ai rien contre la performance. Une grande partie de mon travail aujourd'hui, c'est aussi d'aider à aller dans ce sens-là. Mais il manquait de la vie, je trouvais. C'est là que j'ai commencé, je ne sais pas si on peut appeler ça une traversée de désert, mais un peu professionnelle. Une boîte de conseil, une deuxième boîte, pour me rendre compte que c'est à peu près la même histoire que j'aurais rejouée, avec les mêmes insatisfactions, peut-être même plus en fait au bout d'un moment. Et c'est là que, après quelques années de psychanalyse, j'ai choisi de faire du développement personnel vraiment pour trouver ma voie, ma mission de vie, ma contribution au monde. J'ai passé une période de transition, j'étais encore dans un cabinet de consultants. J'étais vraiment en recherche pour trouver autre chose. Et tu t'en étais ouvert ou pas à certains de tes collègues ou même managers de cette quête de sens, cette difficulté à te sentir pleinement épanoui dans ce que tu faisais? Oui, quasiment à tout mon entourage. Je pense que celle qui m'a le plus écouté, c'est ma femme, bien sûr, les amis. Ça vient de la culture iranienne aussi. Quand il y a une souffrance, on fait partager à tout le monde. Puis je me suis vraiment fait aider par des psychothérapeutes. Bien sûr, ce que j'ai suivi comme parcours avec Dominique Lussan dans le yoga avant d'être enseignant moi-même, c'était ça. C'est vraiment aller chercher ce qui était au fond de moi, ce qui était important pour moi. Du coup, comment es-tu venu au coaching ? Au bout de cette année et demie où j'ai testé beaucoup de formes de pratiques différentes, ce qui a émergé, c'était le coaching. Et en face, c'est comme si toutes mes croyances limitantes tombaient. T'es trop jeune parce que j'avais que 33 ans, tu vas jamais gagner ta vie avec ça, c'est un nouveau métier, on sait pas ce que ça donne, etc. Ça, c'est le résultat d'1 an et demi de travail sur moi. À partir de ce moment-là, c'était vraiment l'autoroute. J'ai rencontré Vincent Lénard quelques semaines après. J'ai commencé ma formation de coach chez Transformance. Ensuite, j'étais salarié chez eux pendant 3 ans. Donc tu es devenu professeur dans l'école qui t'a formé. Exactement, mais entre ma certification de coach et le fait d'être professeur, j'ai travaillé 7-8 ans en coaching individuel, collectif et organisation, expérimenté différentes choses. J'ai eu la joie de revenir en tant que staff après. Quel a été l'impact de cette formation sur toi, sur ta posture, etc. Le bonheur d'aborder des aspects théoriques sur l'humain. Être coach dès le départ, expérimenter cette posture, j'avais trouvé ma place, quoi. Pour la première fois, j'étais totalement aligné et je voyais que dans cette nouvelle place, je faisais peu d'efforts avec beaucoup de résultats. Alors qu'avant, dans le conseil, même si j'aimais bien ce métier, je faisais beaucoup d'efforts pour beaucoup de résultats. Même si j'étais en apprentissage, j'ai plein de choses à apprendre dans ce métier-là et j'en ai encore des milliers de pas à faire. Mais à ce moment-là, même si j'étais en apprentissage, j'étais comme un poisson dans l'eau. Pour toi, la vraie révolution de cette formation de coaching, c'est conscientiser que c'était vraiment ce qui te convenait. Absolument. Et puis c'est une formation qui était sur l'aspect individuel, collectif, organisation, et ça me correspondait bien. Je suis vraiment côté généraliste dans le coaching. Et puis autant de pratique que théorie. Alors je ne connais pas la formation chez Transformance, est-ce que vous écrivez un mémoire de fin d'études ?
Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a une certification RNCP en plus. Et à l'époque, non? Non, ce qui existe toujours, c'est une certification très spécifique, avec une culture particulière. On se trouve dans les jurys avec des élèves. Ces jurys sont organisés, il y a des processus. Les membres du staff et les professeurs et Vincent lui-même passent entre les jurys pour vérifier que tout va bien. Mais en fait, ce sont les membres du jury qui donnent la certification aux autres. Donc on passe 3 épreuves, théorie, pratique et présentation de sa carte d'identité. Et en fait, on est reconnu par les pairs et c'est un processus extrêmement circulaire et paritaire. Donc ça aussi, c'est très marquant. Symboliquement, c'est fort, oui. Absolument. Et c'est presque une initiation. Et tout ça dans un esprit de pédagogie blanche, ça veut dire vraiment aider l'autre à se déployer sa compétence. Ce que vous appelez la carte d'identité, c'est un travail sur l'ADN, c'est-à-dire comment définir sa propre posture de coach et sa spécificité, c'est ça? Oui, c'est se présenter en fait en tant que coach, mais c'est la résultante de tout le travail identitaire sur soi en fait. Tu es aussi superviseur au MID. Comment es-tu venu à la supervision? Parce que je crois que tu as suivi un parcours particulier, j'aimerais que tu nous en parles. Oui, on est choisi superviseur en fait. J'étais devenu enseignant, membre du staff, et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des supervisions individuelles au début. Et puis, ils m'ont dit, mais t'as pas un groupe? Et finalement, j'ai créé un groupe de supervision. C'est pas quelque chose que j'ai voulu lancer dans une espèce de volonté. En revanche, je sais que la supervision, quand j'en fais, même aujourd'hui, 7-8 ans après, je suis vraiment dans le flow. C'est vraiment un métier qui me parle énormément, cette transmission-là. Ça me donne beaucoup d'énergie, ça me nourrit énormément. C'est complémentaire aussi à cette posture de coach. Donc, je suis rentré dans le parcours des enseignants Transformance et une discussion avec mon sponsor, Serge Eskenazi, m'a amené à choisir d'être en compagnonnage avec lui. C'est-à-dire pendant 6 ans, j'ai intégré un de ses groupes de supervision. J'étais en second superviseur. Je l'ai vu travailler et je travaillais moi aussi en tant que superviseur. J'ai bénéficié de son enseignement en fait. C'est quelque chose qui me convient. Cette habitude aussi, parce que les études d'ingénieur, c'est des études où il y a beaucoup de concours et beaucoup de stress quand même à gérer. Tout à fait. Et puis dans les cabinets de conseil, on a aussi cette pression de résultats et que j'aimais bien aussi quelque part. Mais là, à ce moment de ma vie, j'ai vraiment choisi de faire autrement. Donc j'ai passé à peu près 6 ans avec Serge, une 40aine de jours. Donc si je comprends bien, tu étais à la fois dans une phase d'observation dans un premier temps, puis après, tu étais toi-même supervisé en action de superviseur, c'est ça? C'est ça. Mais assez rapidement, j'ai fait de la supervision. Donc il t'a mis le pied à l'étrier très vite. Très vite, mais avec cette sécurité de le voir travailler et de pouvoir aller le voir si j'en avais besoin. 6 ans, c'est quand même très long. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours et de tout ce cheminement, cette progressivité aussi, j'imagine? Il me semble que c'est vraiment une posture avant tout que j'ai intégrée petit à petit. Au-delà des outils, des savoir-faire, de l'expérience de coach bien sûr qui compte, c'est vraiment une posture et il y a des choses que je peux dire explicitement que j'ai intégrées, énormément d'implicite bien sûr parce que je l'ai vu travailler Serge. Donc c'est surtout ça, avec cette conviction profonde que c'est la posture qui compte et du coup pour le coach en face aussi, il s'agit de l'aider non seulement dans les outils, non seulement dans son cadre de référence, dans sa pratique, bien sûr la compréhension, la déontologie, etc., mais aussi dans son identité de coach. Alors justement, donc tu es superviseur depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que tu observes comme difficultés auxquelles sont confrontés les coachs, qu'ils soient juniors ou seniors d'ailleurs? C'est très très varié. Il y a des personnes qui viennent vraiment pour approfondir leurs compétences de coach, leur pratique, leur posture. Bien sûr, il y a un cadre de référence à compléter, etc. D'autres qui viennent sur un travail identitaire. Ça prend un certain nombre d'années. C'est un travail en continu. Surtout en ce moment, après 1 an et demi de Covid. Il y a aussi des personnes qui viennent avec des questions de comment je me lance, avec des questions d'ordre commercial. Il me semble que c'est aussi le travail de superviseur de les aider dans leur projet en fait. Et là, il y a un certain nombre de difficultés sur ce chemin pour se lancer, pour marier aussi ce métier avec d'autres métiers, faire du tuilage. C'est d'avoir plusieurs activités et puis marier cette activité avec d'autres. Et puis, il y a un apprentissage vraiment très important, c'est le fameux processus parallèle et le transfert. Et dans chaque situation apportée dans la supervision, on va aller creuser ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le processus parallèle et le transfert? En quelques mots, le client du coach qui vient nous voir reproduit ce qu'il reproduit dans son environnement avec le coach en question. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le coach viendra, consciemment ou pas, souvent inconsciemment, reproduire ça dans le groupe de supervision. C'est ce qu'on pourrait appeler un reflet systémique en fait. Exactement, c'est la même chose. En allant explorer ce que ressent chacun des participants dans cette écoute intérieure, ce que Vincent Lénard appelle la 3e écoute, il y a énormément d'informations pour la personne. Donc on peut voir ce qui se joue entre le coach qui apporte une situation et son client, et puis du coup ce qui se joue pour son client en tirant le fil. Et tu parlais aussi de transfert, donc ça peut être le transfert du coach supervisé vis-à-vis de son superviseur et évidemment le contre-transfert potentiellement.
C'est exactement le même mécanisme. Le transfert est légèrement différent parce que c'est pas forcément avec l'environnement professionnel, mais c'est le passé qui se rejoue. Et en même temps, c'est exactement le même mécanisme qui se joue en supervision. D'ailleurs, c'est pendant les supervisions de la psychanalyse qu'on a nommé ce reflet systémique-là. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs exemples de coachs que tu supervises qui, récemment ou pas, ont porté une difficulté, une problématique qui te semble un peu emblématique de ce qui se joue pour les coachs ? Alors moi, les exemples de supervision qui m'ont marqué, c'est souvent des questions de loyauté du coach et puis des questions déontologiques. Comme le dit Malarevich notamment, que nous, en tant que coach, notre premier client, c'est pas forcément celui qu'on a en face. Et du coup, quand il y a des divergences de point de vue ou d'objectifs entre la personne en face, entre son chef qu'on a vu en tripartite et son entreprise, voire même ce que les DRH veulent, en tant que coach, on peut être pris dans ce système-là. Le coach lui-même, il est forcément absorbé par le système veut l'absorber. Et lui-même a ces questions de loyauté, en fait. Les cas les plus marquants pour moi, c'est quand il y a des décisions de ce type et que ça vient marquer le coach qui ne sait pas comment accompagner ça. Et à chaque fois qu'il y a des décisions externes sur lesquelles on est coincé, ça veut dire qu'on a des conflits internes. Donc les coachs viennent en supervision avec ces conflits internes, avec tout le tiraillement et les émotions qui vont avec. C'est l'occasion de décortiquer tout ça. Est-ce que brièvement, tu auras un exemple un peu concret, un peu ancré dans une réalité ? Récemment, il y a beaucoup de coachs qui viennent en supervision et quand ils disent ce qu'ils ont fait, en quoi leur client a avancé, on se demande pourquoi il y a autant d'insatisfaction. Voilà, un exemple, c'est la préparation d'un bilan. Le coach arrive avec une insatisfaction. J'ai l'impression que ça avance pas assez. En décortiquant la situation, d'abord en allant dans les faits, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport aux objectifs, par rapport aux indicateurs d'une manière précise. Ça, c'est un exemple. Et en décortiquant la situation, on se rend compte que le coach lui-même se met dans une posture de soi parfait. Et ça, le processus parallèle est très intéressant. Le client a des exigences vis-à-vis de lui-même. Et du coup, quand on commence à décortiquer ce genre de situation, le coach retrouve son alignement et sa puissance. Ça arrive très très souvent qu'on tombe dans ce processus-là. Il a pu prendre conscience qu'en réalité, son client avait avancé bien plus qu'il n'imaginait. Typiquement, dans une situation comme ça, on va voir comment le coach a mis un cadre. Par exemple, je parle d'un soi parfait. C'est quoi le diagnostic sur l'équipe dans laquelle son client travaille et son organisation? Et puis, quel est le processus parallèle? La personne se met beaucoup d'exigences, ne reconnaît pas ses propres avancées. D'une manière consciente ou pas, il se montre insatisfait vis-à-vis de son coach qui lui-même est dans un soi parfait. Il se dit « aïe aïe aïe, j'ai pas bien travaillé, je vais aller voir mon superviseur avec ça ». C'est une fois qu'on a mis sur place le cadre que la personne a mis en œuvre, le diagnostic et puis le processus parallèle, que là, il y a des postures qui apparaissent, des stratégies d'intervention qui apparaissent. Il y a beaucoup de coachs qui viennent avec des insatisfactions et c'est intéressant d'aller voir ce qui crée ça en fait. Cette situation, elle est récurrente. Qu'il soit junior ou senior, ça peut être fréquent dans les deux cas. Oui, c'est fréquent dans les deux cas parce que souvent quand on vient en supervision, c'est qu'il y a une situation qui nous titille et justement qu'on n'a pas mis le bon cadre, le diagnostic n'est pas clair, ou ce qui nous travaille n'est pas clair. Je peux parler peut-être d'un cas de déontologie où le coach apprend que son client va être viré. On travaille tous dans les entreprises qu'on connaît bien. Les prescripteurs nous font confiance, les DRH nous font confiance et parfois dans ce système-là, on pourrait avoir des informations. Qu'est-ce que je fais d'une information qui vient polluer mon coaching? Oui, le prescripteur, le payeur m'annonce que le client que j'ai, qui est salarié pour l'instant, risque de ne plus l'être très longtemps. Et est-ce que je le lui dis, c'est ça? C'est ça. Dans quel cadre j'aborde ça en fait? Avec qui je dois le faire? Quelles sont mes valeurs et comment je vis ça? Donc c'est une question d'éthique. Et puis qu'est-ce qui se fait ou pas? Des questions déontologiques. Ça vient très très souvent. Et bien sûr, ça se joue aussi sur l'envie des coachs de vendre la suite. Qu'est-ce qui est bon pour le client ou pas? Quel est notre désir là-dedans? Voilà, ça ce sont des cas de supervision qui reviennent sans arrêt. Qu'est-ce que tu proposes dans ces cas-là? Sans rentrer dans le détail, l'idée de ce genre d'accompagnement, c'est d'abord travailler sur soi pour clarifier les différentes parties de nous qui nous proposent différentes solutions. C'est de se mettre d'accord, trouver une harmonie. Déjà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la déontologie, qu'est-ce qui est juste pour la personne? Et puis après, c'est très intéressant dans les groupes de supervision parce qu'il y a une partie de co-développement, il y a des tas de solutions qui peuvent être proposées par les membres du groupe qui ont connu ce type de situation ou pas. C'est aussi être très subtil, être superviseur. Bien sûr, je pense que c'est le discernement en fait. Ça, c'est vraiment une des compétences du superviseur, de discerner dans les situations ce qui se joue pour son client coach, ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui est conscient, ce qui est pas conscient, bien sûr. Notre rôle, c'est autant de mettre le cadre et de parler de la déontologie que d'aider les coachs à trouver de la souplesse autour de ça. Parce qu'on est face à une complexité, on est face à la vie. Quel regard portes-tu sur l'évolution du métier de coach au MID? Métier qui a beaucoup changé ces dernières années.
Absolument. La première remarque serait de dire que maintenant, le coaching a enfin ses lettres de noblesse, qui est accepté pleinement dans beaucoup d'entreprises. Il y a encore du travail à faire, mais quand je suis arrivé dans ce monde-là en 2004, on était loin de penser que quelques années après, on en serait là. Du coup, comme c'est un métier reconnu, bien sûr, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de coachs qui sortent de ces écoles-là. On trouve différents styles, différentes écoles, différents types d'accompagnement. Le métier est en train de se structurer, bien sûr. Se structurer parce que les écoles se structurent. Donc d'ici 5 ans, notre métier va être différent. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs qui se structurent. Il y a des cabinets de plus en plus importants qui se forment avec des réseaux de 40, 50, 60 coachs. Ça, c'est nouveau aussi. Enfin, on est un métier en train d'être ubérisé, bien sûr, avec les plateformes de coaching. C'est normal, il fallait s'y attendre. Comme toutes les ubérisations, il y a un marché de volume et du coup, ça va polariser le marché. Ceux qui n'ont pas forcément de spécificité, ils vont être impactés, sans doute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui se présentent vraiment comme coachs de dirigeants et d'autres qui coachent le middle management. Je pense que ceux qui coachent les managers de proximité notamment, ils vont être fortement impactés par l'ubérisation. Je ne suis pas sûr que toutes les plateformes de coaching survivent non plus. On est en train de vivre cette expérience et ce prototypage, mais c'est très intéressant à voir comment ça va évoluer. Moi, je suis plutôt très positif pour ce qui va se passer pour nous. En même temps, il y a une vraie démocratisation du coaching. Une démocratisation, bien sûr, et ce qui est très positif, autant pour les entreprises que pour le monde du travail. Et puis, c'est un métier qui se marie avec plein d'autres métiers. Je vois de plus en plus de consultants qui prennent la posture de coach, et ça va aussi continuer. Ces curseurs entre la posture de coach, le mariage avec d'autres métiers, ça va continuer. Est-ce qu'il y a une démocratisation de la même façon pour les superviseurs? Parce qu'il y a aussi des écoles qui forment des superviseurs, et il y a un besoin de supervision. Ce que je vais dire, c'est un regard un peu de ma fenêtre. Il me semble qu'à partir du moment où il y a des écoles de supervision et qu'il y a des diplômes là-dessus, forcément, ça va être un marché d'offres aussi. Donc oui, sans doute que tu as raison. Tu parlais tout à l'heure des managers de proximité qui sont parfois coachés, mais ils ont parfois besoin, au-delà d'un réel besoin de coaching, d'un besoin d'échange sur ce qu'ils vivent au quotidien dans le cadre de leur management. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'espace de supervision. Ce sont les coachs qui peuvent faire ça. Tu vois, il y a énormément de coachs qui interviennent en co-développement ou en analyse de pratique, en fait. Il me semble qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans une posture de supervision ou avoir un métier de superviseur pour faire ça. En tant que coach, normalement, on a les compétences pour le faire. Écoutons le poème que tu as choisi de diffuser en guise d'intermède à notre entretien. Lequel parmi vous souhaiterait n'être qu'un roseau, muet et silencieux, alors que tout le reste chante à l'unisson? Lorsque tu travailles, tu es une flûte dont l'âme transforme en musique le murmure des heures. Tu travailles pour marcher au même pas que la terre et que l'âme de la terre, car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui, avec majesté, et fière de sa soumission, avance vers l'infini. En étant fidèle au travail, en vérité, c'est la vie que tu aimes. Et aimer la vie par le travail, c'est être en contact intime avec le secret le plus caché de la vie. Lorsque tu travailles avec amour, tu es relié à toi-même, aux autres et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser une étoffe avec des fils tirés de ton cœur, comme si ta bien-aimée devait porter cette étoffe. C'est bâtir une maison avec affection, comme si ta bien-aimée devait demeurer en cette maison. C'est semer des graines avec tendresse et récolter la moisson dans la joie, comme si ta bien-aimée devait en consommer les fruits. C'est charger toute chose que tu façonnes d'un souffle de ton propre esprit, et savoir que tous les morts bienheureux se tiennent auprès de toi et te regardent. Le travail, c'est de l'amour rendu visible. Et si tu ne peux travailler avec amour, mais seulement à contre-cœur, mieux vaut abandonner ton travail pour aller t'asseoir à la porte du temple et recevoir l'aumône de la main de ceux qui travaillent dans la joie. Car si tu cuis du pain avec indifférence, le pain que tu cuis est amer, et il ne satisfait qu'à demi la faim des hommes. Et si tu répugnes à presser le raisin, ta répugnance distille son poison dans le vin. Et si tu chantes comme les anges, mais sans aimer chanter,
tu fermes les oreilles de l'homme aux voix du jour, comme à celles de la nuit. Il s'agit d'un extrait du livre Le Prophète du poète libanais Gibran Khalil Gibran, publié pour la première fois en 1923. Cet extrait fait référence au travail. C'est la poétesse et romancière marocaine Siam Benchakroun qui lit ce très beau texte. Pourquoi ce choix, Omid ? J'ai découvert Khalil Gibran quand j'avais 20-21 ans. Il y a des poèmes qui me parlaient énormément. La première fois que j'ai lu ce poème sur le travail, vraiment, j'étais en colère. Pour moi, le travail, c'était l'anti-amour absolu. Le travail tel que tu le vivais à l'époque, en fait. Absolument. Et c'est vraiment après cette transformation que je comprends ce qu'il dit. C'est un grand mystique. C'est l'amour qu'on met dans un travail. Pour lui, c'est ça le sens. Pour moi, il y a des tas de manières différentes de mettre du sens. Quelle est l'énergie que je mets dans mon travail ? Ce sont des questions existentielles qu'on peut se poser. À quoi je sers ? Est-ce que c'est juste pour gagner ma vie ou pas ? Dans cette manière d'être très direct, il nous ramène à l'essentiel. Alors ça nous fait une belle transition pour la suite de l'entretien qui va être plus concentrée sur le livre que tu as récemment publié qui s'appelle Coaching existentiel, accompagner la recherche de sens au travail aux éditions Duno. C'est très didactique et bien illustré par des exemples concrets issus de ta quinzaine d'années d'expérience sur ce type d'accompagnement des transitions de vie. Tu nous as déjà un peu partagé que ton propre parcours avait été une quête de sens. Est-ce que c'est ça qui t'a conduit à accompagner ces transitions de vie ? Absolument. C'était ma motivation principale. Mais c'est surtout les clients qui sont venus me voir avec cette question. Les premières fois, j'ai fait de mon mieux. Et je me suis aperçu aussi que c'était un coaching très particulier. Les personnes viennent avec énormément d'enjeux, avec beaucoup d'angoisse existentielle, de vide, de flou aussi, entre ce qu'ils veulent vraiment, entre leurs projets de vie, des rêves, des désirs, entre toutes les barrières et croyances limitantes. Ça fait que ce sont des coachings un peu spécifiques. Ça nous emmène aussi forcément au temps qu'il nous reste à vivre et du coup à des questions de ce que je veux faire de ma vie, à notre rapport à la mort. Sur ces 10-15 années, j'ai construit mes propres cartes du monde pour pouvoir aider les personnes, en me basant bien sûr sur ce que j'avais appris, sur le coaching, et puis avec tout mon bagage de travail sur moi, de yoga bien sûr, d'approche corporelle et des états modifiés. L'idée c'était pour moi de faire le pont pour aider le mieux mes clients. D'où vient la perte de sens dans le monde professionnel selon toi ? Alors, il y a des choses, entre guillemets, génériques, et puis il y a des choses très spécifiques. Les choses génériques, c'est notre rapport à la religion a beaucoup changé. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis de ça, c'est juste que dans les pays occidentaux où ça a beaucoup bougé, particulièrement en France, et du coup, un certain nombre de valeurs ou de pratiques ou de sens qui étaient donnés par la religion n'existent plus. La perte d'influence de la religion pourrait expliquer en partie la perte de sens dans le travail ? Directement et indirectement, c'est un impact majeur. Pareil, le fait de dire que je trouve une place dans la société grâce à mon travail, il y a beaucoup plus d'enjeux autour de la profession pour s'intégrer à la société. Il y a aussi une demande de surperformance et la financiarisation des entreprises qui joue. Ça nous coupe de ce qui faisait sens parfois dans l'intention qu'on met dans le travail. Apporter du beau, un travail bien fait, faire quelque chose de juste. Et quand la performance prend le dessus, ça nous amène à être dans le contenu, à faire une tâche le plus vite possible. Parfois, on pourrait perdre l'intention et la beauté qui est derrière. D'une manière un peu plus spécifique, et là, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a quelques exemples qui m'ont marqué, notamment dans le livre Bullshit Jobs. Parfois, aujourd'hui, il y a une telle surspécialisation et une surexpertise dans certaines chaînes de valeur qu'on n'est pas vraiment ses clients. Parfois même, on ne connaît pas comment ce qu'on fait va être utilisé par nos clients. Parfois, on est sous-traitant. À partir du moment où on ne sait pas pour qui et pourquoi on travaille, on pourrait perdre un peu de sens. Il y a beaucoup de réglementations non comprises aussi, des transformations en entreprise qui peuvent influencer ça. La bureaucratisation des entreprises, forcément, qui font qu'encore une fois, on pourrait appliquer des choses qu'on ne comprend pas forcément ou qui ne font pas sens pour nous. Et puis, bien sûr, avant tout, quand on est dans un travail qui a un impact sur l'environnement, quand on est en train de se dire qu'on pourrait tuer des ressources, la terre, le vivant, etc., il y a énormément de travails qui sont directement ou indirectement liés à ça et qui perdent leur sens. Donc ça, c'est un état des lieux que tu dresses d'ailleurs dans le livre avec beaucoup de détails et d'explications. Quelles sont les conséquences de cette perte de lien entre le travail et le sens ? D'une façon non exhaustive, le premier type de réaction qu'on pourra avoir, c'est l'apathie. Face à quelque chose qui ne fait pas sens, on pourrait totalement perdre son énergie, voire toucher la dépression au bout d'un moment. On pourrait parler de bore-out. Il y a l'inverse, un certain nombre de suractivités,
suragitation face à ce stress en fait. On a tous besoin de sens dans notre vie, donc quand ce besoin-là n'est pas satisfait, ça crée de l'angoisse. Il y a un certain nombre de burn-out qui sont là-dessus. Cette suragitation-là, c'est pour reprendre le contrôle, voire même aller beaucoup plus vers le pouvoir, l'argent et le plaisir. Et ça, c'est un autre type de réaction. Il y a aussi tout ce qui est autour des croisades, des personnes qui n'ont pas de sens et du coup, ils se créent un projet qui fait du sens. Il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, je me donne un sens, je me rends important, je surdramatise un certain nombre de sujets, je m'investis dans un truc et dès que c'est fini, je me trouve une autre voie. Donc, je passe d'un truc à l'autre. Sans oublier le conformisme, se mettre en dépendance vis-à-vis des autres, de son boss, de son entreprise, de son collègue et faire comme les autres parce qu'on ne sait pas faire un choix personnel en liberté, en responsabilité ou suivre une espèce de totalitarisme, faire ce qu'on nous dit. Le coaching existentiel fait la synthèse entre le coaching professionnel, d'une part, le yoga, donc pratique corporelle, psychocorporelle, et la logothérapie, qui est la thérapie inventée par Viktor Frankl. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée de faire une synthèse entre ces trois disciplines complémentaires mais différentes ? La recherche de sens, pour moi, passe par les 5 sens. C'est notre corps qui parle. Bien sûr qu'il y a l'intellect, mais la question principale, c'est quand je me projette dans quelque chose qui fait du sens ou quand je fais quelque chose qui fait du sens, est-ce que j'ai plus d'énergie ou pas ? Et quel type d'énergie ça me procure. Pour aller chercher ça, moi-même j'ai suivi un chemin où c'est plutôt dans les états modifiés, où on a des idées, on se projette beaucoup plus facilement, on a une vision, on a beaucoup plus de clarté sur la vision de ce qu'on pourrait faire. Et puis cette conscience de soi, cette conscience corporelle qui nous aide à faire nos choix en fait. C'est très cohérent avec le chemin que j'ai fait. Donc d'un côté, le pilier du coaching, tous les outils et la posture de coach qui pour nous viennent plutôt de la psychologie humaniste. Et puis cette partie de pratique corporelle, se projeter dans les états modifiés, dans la visualisation. Donc d'un côté, la parole, les émotions, et de l'autre, on a l'élan de vie, le corps, la projection. Et je trouvais que c'était un pont très intéressant. Tu t'es formé au yoga également, c'est ça ? C'est ça. J'ai suivi d'abord un parcours avec Dominique Lussan, et puis j'ai complété ce parcours par encore 3 ans pour devenir prof moi-même. Concrètement, tu proposes à tes clients de pratiquer des postures de yoga pour peut-être intégrer, conscientiser un certain nombre de choses ? Exactement. Quand je parle de corporel, il y a plein de techniques différentes. Il y a tout ce qui nous apporte plus de conscience corporelle, bien sûr, y compris dans mes questions. Et puis, il y a toute une série d'outils et de techniques à travers la méditation que j'utilise dans les coachings. Il y a des outils de visualisation et de projection pour clarifier sa vision, son projet de vie. Et puis, bien sûr, des postures de yoga. Il y a des postures qui nous aident à ouvrir l'esprit et se projeter. Il y a des postures qui nous aident à nous affirmer sur ce chemin, et Dieu sait qu'on en a besoin. Il y a des postures qui nous aident à être en relation avec les autres, etc., etc. Sachant que dans le livre, tu parles plus en fait de la logothérapie et du coaching professionnel, un petit peu moins du yoga. C'est vrai, je me suis dit que pour un premier livre sur le sujet, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Voilà, il y a d'autres idées d'écriture et la suite viendra, j'espère. Il y a aussi la complexité de ces outils-là qui sont plutôt holistiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste prendre une posture et l'utiliser pour telle situation, etc. On est vraiment dans une vision complète de l'homme qui fait que si je voulais rentrer dans les aspects corporels, j'aurais écrit 200 pages de plus. Et il y a la dimension donc logothérapie de Viktor Frankl. Dans le coaching existentiel, j'utilise finalement peu les outils de la logothérapie. C'est plutôt la vision de l'homme de logothérapie qui m'intéresse. Quand on n'arrive pas à donner du sens à des actions, on pourrait somatiser, on pourrait avoir des angoisses, on pourrait avoir des névroses très spécifiques. Et c'est ce lien entre notre dimension spirituelle et d'autres dimensions de notre vie que j'utilise. Et tous les apports de Frankl, bien sûr, sur le sens, sur la transcendance, etc., qui m'aident en fait. Donc on vient de parler de Viktor Frankl, rappelons que c'est un psychiatre, psychanalyste qui est né au début du siècle dernier, qui était autrichien, qui a vécu les camps de concentration, il a été à Auschwitz-Birkenau pendant quelques années, et en sortant, il a écrit un certain nombre de livres fondateurs de la logothérapie. Ensuite, il y a Irvin Yalom, c'est un auteur américain né en 1931, toujours vivant, professeur en psychiatrie à Stanford et psychothérapeute, et Dominique Lussan, qui est donc une femme psychologue, ethnologue et qui enseigne le yoga. Tout à fait. Dominique Lussan a une façon très spécifique de voir ce qui fait sens pour nous et ça m'a énormément impacté, touché. Donc elle parle de mission d'être et de mission d'action. Mission d'être finalement, avant même qu'on fasse des choses, qu'on contribue au monde, quelle est l'énergie, quelles sont les qualités qu'on pourrait rayonner. Et quand je dis qualité, on tombe sur des états d'être qu'elle appelle essence. La joie, l'amour, la justesse, la force et l'énergie. On a tous une ou deux qualités premières que les autres pourraient voir très vite parce qu'on les rayonne, qu'on les veuille ou pas. Et ce rayonnement, c'est notre présence. Et ce rayonnement impacte les autres.
Et puis, ce qu'elle appelle la mission d'action, voilà, c'est plus notre contribution au monde. C'est cette transformation dans le monde. Quelles sont les énergies qu'on va transformer en autre chose? Frankel, ce qu'il apporte en plus, c'est énormément de grilles de lecture sur ce qui fait sens pour nous, bien sûr. Voir ces camps-là avec un œil de psychiatre, quel apport pour le monde. D'ailleurs, lui, c'est sa contribution. Pour lui, les personnes qui ont survécu dans les camps, c'est pas forcément les plus forts, mais des personnes qui savaient donner du sens à cette expérience-là. Dans ce qu'il théorise, ces 3 valeurs, la valeur d'expérience, qu'est-ce qu'on est venu prendre du monde? Lui il parle de l'amour, de l'amitié, qu'est-ce qu'on a envie de donner au monde, et ça c'est la valeur d'accomplissement, notre contribution au monde. Et lui-même, il voulait contribuer en créant la logothérapie, bien sûr. Et puis nos valeurs d'attitude, ça veut dire face à une souffrance, quand il n'y a plus d'autres solutions, quelle attitude on choisit? Il me semble qu'il disait quelque chose comme « Quoi que les nazis me fassent, il me reste une liberté ultime, c'est de décider ce que j'en fais ». Exactement, et la dignité face à ça. Personne ne peut prendre notre dignité. Et donc ça nous amène vers la liberté et la responsabilité face à des situations difficiles. Et dans les transformations de vie, dans la transition de vie, bien sûr qu'on est face à la souffrance aussi. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est notre liberté? Alors j'ai cité ces 3 influences, mais en réalité dans ton livre, il y a beaucoup de personnes qui t'ont influencé manifestement, des lectures qui ont été riches et nourrissantes pour toi. C'est le pont que j'ai fait entre différentes formations. Il y a une autre influence vraiment très importante, c'est tout ce qui est IFS, Internal Family System, IR, donc intelligence relationnelle développée par François Ledoz. C'est intéressant dans cette manière de voir l'homme, de dire que nous sommes des multitudes. Il y a différentes sous-personnalités en nous. Il y a des lignées de psychothérapeutes et psychanalystes qui ont parlé de ça, bien sûr. Et donc, dans cette multitude-là, comment on trouve notre leadership interne? Comment notre self, notre soi positif, en fait, reprend ce leadership et met en harmonie différentes parts de nous au service de ce qui fait sens pour nous? C'est très intéressant, d'ailleurs, le dialogue intérieur apporte le même type de vision de l'homme. Et dans le coaching existentiel, il me semble que c'est très intéressant de les intégrer parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui se cristallisent sur les moments de décision structurante. C'est au moment où on s'engage. C'est intéressant de clarifier ce qui fait sens pour nous. Et au moment où on doit décider de s'engager, il y a énormément de choses qui se jouent. Il y a un élan de vie en nous, il y a notre soi positif qui est partant, et puis il y a différentes sous-personnalités qui tirent dans tous les sens. On met de la tension dans le système forcément vers un but, et ça tire dans tous les sens. C'est très intéressant dans ces transitions-là de retrouver un minimum d'harmonie, d'écouter différentes parties de nous au service toujours de notre projet de vie. J'ai le sentiment que le coaching existentiel est à la frontière du coaching professionnel et du coaching dit de vie. Mais comment tu gères cette frontière? Parce qu'effectivement, c'est pas n'importe qui vient te voir avec ce genre de démarche. Et il y a effectivement une situation de crise qui pourrait relever d'autres types d'accompagnement. J'entends par là psychothérapie par exemple. Alors effectivement, on pourrait toucher la frontière. Je suis d'accord qu'on est plus près d'une sorte de thérapie dans ce type de coaching. Pour moi, la chose qui est essentielle dans le coaching existentiel, c'est de voir qu'est-ce qui fait vivre l'autre et d'activer ça. D'activer cette ressource, d'activer cette qualité première. Ça, c'est une vertèbre qui est existentielle, ça n'a rien à voir avec la thérapie. Après, oui, dans cette transition de vie, il y a tout notre système de défense qui se met en alerte et il y a des parties traumatisées en nous qui se réveillent. Il me semble que si on considère l'homme comme des parties, il y a des parties en nous qui sont dans le contrôle. Et on peut largement discuter avec ces parties-là en dialogue intérieur et en coaching sans problème. À partir du moment où on va aller visiter les parties traumatisées, qu'il y a des questions de réparation, bien sûr qu'il faut une thérapie en parallèle. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher en coaching. Donc en fait, tu proposes un coaching existentiel aux personnes qui ont déjà un accompagnement thérapeutique. Si leur crise de vie, j'ai envie de dire, leur situation de transition est douloureuse et nécessite ce type d'accompagnement en parallèle? Absolument. Comme n'importe quel coaching d'ailleurs. Comme on est un peu plus sur le champ de la thérapie avec une vigilance encore plus forte, on sait ce qu'on ne sait pas faire en tant que coach existentiel. Nous pourrions encourager nos clients à avoir un espace de parole, un espace de thérapie en parallèle, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on parle de l'existentiel et de notre rapport à la mort ou des choses qui ne sont pas habituelles dans les coachings que c'est forcément thérapeutique. Mais c'est vrai qu'il y a forcément une focale d'attention particulière sur ce point de est-ce que mon client en parallèle est accompagné pour pouvoir aussi intégrer toutes les transformations que le coaching va engendrer, qui peuvent être très bousculantes en fait, et des prises de conscience fortes qui vont l'amener à faire des choix en conscience, mais des choix qui vont être transformants pour sa vie aussi.
Bien sûr, un exemple peut-être une jeune femme brillante qui était entre deux jobs depuis 2-3 ans et qui avait des projets assez magnifiques. Une fois qu'on a clarifié un peu ce qui fait sens pour elle, il y a eu la question de l'autonomie vis-à-vis de ses parents. Une partie d'elle ne veut pas être dépendant de mes parents. Et là, ce qui se jouait, c'était de l'ordre de la thérapie. On aurait pu approcher ça par le coaching, mais dans ce cas spécifique, il m'a semblé qu'il fallait quelqu'un pour l'aider, clarifier ses attachements avec ses parents. Il y a une dimension temps dans le coaching qui n'est pas tout à fait la même dans la thérapie aussi. Pour des situations aussi fondamentales que le jeu familial, la thérapie est plus appropriée en fait. Voilà. Elle a démarré une thérapie en parallèle. C'est grâce à ce jeu d'aller-retour entre le coaching et la thérapie que la situation s'est débloquée. Le coaching existentiel est une approche holistique, en ce sens qu'il y a une dimension psychologique, spirituelle, symbolique également en fait. Est-ce accessible à tous les coachs et pour tous les clients ? Il me semble que oui, en sachant qu'on ne va pas forcément activer toutes ces dimensions dans un coaching existentiel. C'est une stratégie d'aller activer telle ou telle zone ou telle modalité d'accompagnement. Peut-être que dans mes coachings existentiels, je n'ai pas de statistiques, mais c'est une personne sur 2 qui est amenée à utiliser le yoga. Pareil pour des approches corporelles comme la visualisation. J'utilise ça pour les 2/3 de mes clients. C'est comme n'importe quelle activité de coaching. Il y a le besoin de la personne, il y a sa demande, et puis la manière pour nous de répondre ou pas à cette demande-là, contractualiser. Et on ne va pas aussi loin, y compris sur des questions existentielles ou l'utilisation des symboles ou le spirituel. Ça dépend des personnes et on s'adapte. Alors après, pour des coachs, oui, les questions que les coachs pourraient se poser pour pouvoir faire ce genre d'approche, c'est déjà pour eux. Comment ils ont vécu leur propre transformation, avoir du recul là-dessus. Qu'est-ce qui fait sens pour eux dans la vie? Quel est leur rapport à la mort? Donc il y a un certain nombre de questions sur soi et de travail sur soi pour accéder à ce type de coaching. Mais pour moi, tout le monde peut le faire, bien sûr. Mais il y a aussi potentiellement une formation à suivre ou des formations à suivre. Alors je crois d'ailleurs que toi tu en as créé une et il en existe d'autres en parallèle. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est tout récent, la promotion 2 va démarrer cet automne autour du livre, de ce que je propose comme pont entre le corporel et le coaching. Il y a des tas de choses passionnantes à faire, donc je propose une formation de 9 jours, 3 modules de 3 jours autour de ça. Il y a peu de formations qui sont proposées aujourd'hui et en même temps, ce travail-là, les coachs peuvent le faire autrement. Il y a des formations de logothérapie pour des coachs en Belgique, en France, qui sont super, qui permettent d'intégrer la posture et les outils de logothérapie dans la pratique du coaching. Il y a des parcours de thérapie existentielle, même en ligne en ce moment, et des mots. Il y a des tas de manières d'y aller. Mais peu sont connus aujourd'hui, parce que c'est encore une fois à la frontière entre la thérapie et le coaching. Et quelles sont les qualités qu'un coach doit avoir pour être un bon coach existentiel ? Alors, il y a une qualité, en tout cas c'est une compétence très particulière et qui se travaille. On passe facilement le tiers de la formation là-dessus. C'est de se connecter à l'autre de cœur à cœur et d'être en rapport avec le soi positif de l'autre. De pouvoir mettre des mots sur ce que l'autre rayonne grâce à ses qualités. Quelles sont ses ressources? Ça, c'est majeur. Il s'agit d'être aligné, de se connecter à soi d'abord, bien sûr, et de pouvoir se connecter à l'autre. En fait, il y a des tas de personnes qui ont des tas de qualités, qui rayonnent ces énergies-là, mais ils sont dedans. C'est très difficile de se mettre en méta et de le détecter. Donc, il y a différentes façons. On peut aller chercher ce qui les met dans le flow, ce qui les rend vivants dans la vie personnelle, professionnelle. On peut aller chercher ce que leurs amis leur disent de leurs qualités, etc., etc. Quand on connaît l'histoire de vie de la personne, c'est intéressant de voir en quoi les contributions que la personne a au monde sont liées avec les réparations qu'elle doit faire pour elle-même. C'est sa croissance. Donc faire le lien sur ces questions-là, c'est essentiel aussi. Dans les métiers vocationnels, en fait, bien sûr qu'on apporte quelque chose aux autres, mais on se répare en parallèle en même temps. Être vigilant là-dessus pour les personnes, c'est primordial. Sur ce jeu existentiel, tu vois qu'on est vraiment dans un carrefour entre le spirituel et le psychologique et le professionnel. C'est détecter ce qui vient de l'ego, ce qui vient du système de défense de l'autre, de ses ambitions, de ses désirs, d'un côté, et de l'autre, qu'est-ce qui vient de son élan de vie, faire cette différence pour soi, et puis pour l'autre, là aussi c'est une qualité majeure. Ça nous amène à travailler sur notre ego et le moins possible être dans une illusion, quoi. Est-ce que le coaching existentiel conduit toujours à une révolution dans la vie de la personne ? Non, pas forcément. Il y a des tas de personnes qui viennent pour 4 ou 5 séances pour clarifier ce qui fait sens pour eux. Donc, il ne s'agit pas forcément de changer de métier. Il s'agit plutôt, si je comprends bien, d'un réalignement entre leurs valeurs et leurs pratiques professionnelles ? La plupart du temps, c'est une question d'alignement et de contribution au monde. Après, il y a aussi des personnes qui changent de secteur d'activité. Malgré tout, il y a des personnes qui viennent pour sortir d'un environnement professionnel, pour trouver un autre projet. Ils ne savent pas encore quoi ni comment. Dans mes clients cette année,
années, et surtout depuis le Covid, il y a plus des 2/3 qui changent de voie. Je peux donner un exemple, une personne qui était dans la vente, qui se rend compte que c'est pas sa voie. C'est un métier qui lui a apporté beaucoup de sécurité. C'est un métier aussi qui lui a donné un environnement, entre guillemets, ouvert et sympa. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas être qui elle est. Suite à un déménagement et un retour en France, il se donne 1 an ou 2 pour trouver sa voie. Assez rapidement, on se rend compte qu'elle a énormément d'empathie. Ce qu'elle rayonne, c'est une espèce de chaleur humaine d'un côté, et de l'autre, un besoin énorme de liberté. On sent aussi que pour elle, il y a l'espace qui est important. Avoir un espace physique, un espace dans le temps, voilà, pour rêver, pour retrouver la sérénité, pour avoir du vide. Quel type de métier vers lequel elle a pu aller par la suite, grâce à l'accompagnement ? Alors aujourd'hui, dans les pistes qu'elle a trouvées, il y a bien sûr la thérapie et l'accompagnement. Elle ne sait pas encore comment. Pour devenir thérapeute, c'est ça ? Absolument, c'est un chemin. Et puis peut-être pendant un temps, c'est utiliser cette liberté qu'elle a pour faire sortir des systèmes, des idées. La liberté qu'elle a va aussi avec la créativité. Donc elle se dit qu'elle pourrait faire de la facilitation dans les entreprises pour trouver des idées créatives, peut-être dans la communication. Tu vois, à mi-parcours, elle a clarifié ce qui était important pour elle. Ce qui reste pour elle à définir, c'est dans quel secteur, est-ce que c'est dans les entreprises, est-ce que c'est pour des particuliers, comment elle aborde ça, et puis quel est le métier spécifique. Est-ce qu'il est nécessaire d'être supervisé d'une manière spécifique lorsque l'on est coach existentiel ? La supervision reste pareille. On va aller voir comment le coach a mis le cadre, quelle est la relation qu'il ou elle instaure avec son client, les processus parallèles, quel est son diagnostic, est-ce que c'est clair pour la personne, comment elle décortique les différents problèmes, quelles sont ses stratégies, ça reste pareil. Est-ce que pour autant il a besoin d'avoir quand même une sensibilité à cette approche holistique ? Bien sûr, c'est plutôt un travail sur soi et avoir clarifié pour soi ce qui fait sens. Mais alors, on n'a pas besoin de croyances spirituelles spécifiques ou de croyances existentielles spécifiques pour accompagner d'autres. Il s'agit de prendre ses clients coach en tant que superviseur tels quels et les accompagner là où ils sont. C'est pas une posture particulière. Quel rôle le coaching existentiel pourrait jouer dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons ? C'est un rôle essentiel. Aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui cherchent du sens. Il y a des tas de personnes qui essayent de trouver leur place autrement, en suivant leurs valeurs, et ne trouvent pas d'accompagnement en fait. Le coaching peut satisfaire un besoin profond aujourd'hui dans la société. Je ne suis pas non plus dans une illusion. Un coach ne peut pas tout accompagner. Et en même temps, au carrefour de tout ça, je pense que nous avons un rôle très important pour aider les personnes à changer. La société est en train de changer et ces changements-là ne sont pas faciles. On a une place à prendre. Omid, nous arrivons à l'interview rétrospective de ta carrière. Quel est l'accompagnement ou la supervision dont tu es le plus fier ? L'une des interventions en coaching d'équipe qui me rend fier, c'est une entreprise dans le tourisme avec 3 ou 4 nationalités différentes. Un patron qui vient de l'entreprise, qui a gravi tous les échelons, jeune, très ouvert, qui sait motiver les autres, inspirer. J'interviens au moment où il y a une première vente de l'entreprise et l'entreprise va doubler de taille en moins de 3 ans. Et ils intègrent un directeur commercial, un directeur marketing et donc l'équipe est à reconstruire. Il y a des personnes qui viennent avec une culture forte et quelque part qui ne veulent pas bouger ça. Et puis les nouveaux qui viennent pour développer l'entreprise et pour la structurer. Humainement, tout se passe bien dans l'équipe. Par contre, dépasser son cadre de référence et trouver une vision qui convienne à tout le monde, c'était le challenge du patron. Grossir et garder notre ADN. Même si tous les individus étaient partants, l'aventure collective était très spécifique. Et je me rappelle des moments où les uns et les autres partageaient leur représentation et sortaient des désaccords. Quelque chose de magique s'est passé dans le groupe. Cette manière de se faire des feedbacks, cette manière de créer une vision commune, d'aller se challenger, ça a fait totalement changer l'ambiance de l'équipe, mais aussi son efficacité. J'ai vu que c'était possible et c'était magique. Pour le coaching existentiel, j'accompagnais une dirigeante qui a vendu son entreprise, qui cherche sa voie pour les années à venir. Et elle a 48 ans, pendant 1 an ou 2 en tout cas, il n'y a pas de question d'argent. Chez cette ex-dirigeante, il y a une vraie volonté de changer le monde. Sauf que le fait de se le dire, d'accepter qu'on a cet élan en nous, de contribuer à quelque chose de spécifique dans le monde, c'est pas évident. La personne en question, après 6 mois de coaching existentiel, commence à avoir différentes façons d'avancer dans sa vie professionnelle. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? Le plus surprenant pour moi, c'était qu'en décortiquant ce que voulait la personne dans la gestion de ses émotions, c'est qu'elle voulait mettre encore plus de contrôle.
Vraiment, si je poussais le bouchon jusqu'au bout, elle ne voulait pas d'émotion dans son travail. Il y a eu un moment où j'ai ouvertement dit à la personne que je ne pouvais pas la rendre comme un robot, quoi. Et donc il a fallu au contraire que tu l'invites à accueillir ses émotions, j'imagine. Oui, alors petit à petit. Pourquoi c'est utile? Et en quoi c'est utile? Comment on peut accueillir ses émotions et être hyper performant au travail? Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi? C'est non seulement on a fait un travail pour accepter nos inspirations, le mettre en œuvre concrètement, mais en plus on a fait ça dans la joie. Ça c'est l'élan. Et puis mon ego et mon dépêche-toi veut que ça soit aussi dans l'efficacité, dans la rapidité, mais c'est autre chose. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs? Pendant longtemps, j'étais même pas dans la fédération. Je me vois vraiment pas président d'une fédération. C'est tellement loin de mon chemin de vie. Admettons, tu es nommé président. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une bonne inclusion existentielle. L'idée serait de partager avec beaucoup d'ouverture sur non seulement ce qu'on fait ici, mais en quoi ça fait sens pour chacun. Tu ferais un coaching d'équipe. Un petit séminaire de partage orienté existentiel, oui. En quoi ce qu'on va faire a un impact sur le monde et pourquoi ça nous parle. Mais je pense qu'ils le font déjà en partie. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours, Omid? Faire le deuil d'une thèse en physique fondamentale, j'ai eu beaucoup de regrets. Si j'écris des livres, c'est aussi pour faire avancer le métier, pour faire modestement de la recherche à ma façon. Et c'est un regret de ne pas créer, de mettre en place des systèmes, des structures pour faire de la recherche fondamentale. Je rêverais de faire ça dans le coaching, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien? Vraiment, les coachs sont dans un carrefour entre la thérapie, tous les métiers d'accompagnement professionnel, etc. On a une grande place à jouer pour accompagner les personnes dans leur transition de vie. Il me semble qu'on est vraiment les mieux placés, avec un peu de formation peut-être, un travail sur soi, une posture légèrement différente. On peut même lancer un courant de coaching très spécifique. Quelle part représente le coaching existentiel dans toute ton activité? Il y a 10 ans, j'avais toujours 2 accompagnements en cours, donc c'était très peu. Depuis 5 ans, ça se développe de plus en plus. C'est un changement que moi aussi je fais dans ma carrière. Aujourd'hui, c'est quasiment 30% de mon activité. Quels sont les prochains projets que tu aimerais évoquer? Les prochains projets sont des projets d'écriture. Il y a ce que j'ai expliqué pour le yoga, c'est un bon sujet d'étude. Il y a tout ce qui est coaching existentiel, mais cette fois-ci pour les entreprises, à mission notamment. Avec la même posture, on pourrait accompagner une équipe, une organisation à aller vers plus de sens. Et quasiment avec les mêmes outils légèrement revus. Toujours pareil, c'est-à-dire aller chercher l'énergie du système, sa contribution aussi réelle et concrète. Et en quoi c'est intéressant pour l'entreprise, pour avoir une vision et pour attirer les personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes contributions au monde, et en quoi ça peut être très efficace et performant. Voilà, c'est un sujet de recherche actuellement. Je travaille avec une amie coach là-dessus et ça peut faire partie d'un projet d'écriture. À présent, écoutons un extrait du morceau musical que tu as choisi pour incarner symboliquement ton propre parcours, et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. Alors il s'agit d'un morceau d'Ibrahim Malouf, trompettiste franco-libanais, également compositeur et producteur. Le morceau s'intitule Will Soon Be a Woman, extrait de l'album Diagnostic sorti en 2011. Pourquoi ce choix pour incarner ton parcours, Omid? Ce que j'admire chez Ibrahim Malouf, c'est le pont qu'il fait entre l'Occident et l'Orient et l'hommage qu'il rend à son père. Il crée ce pont et en même temps, il reste énormément dans sa tradition. C'est son père qui a apporté une légère différence aux trompettes pour pouvoir faire les quarts de ton. Mais lui, il a amené ça dans le jazz, dans la musique, dans l'improvisation. Il a vulgarisé ça aussi. Dans tous ces morceaux, je sens un petit côté d'Orient mélangé d'une manière incroyable, et dynamique et belle avec l'Occident. Et tout ça, en plus, ça parle de lui. Ça, j'admire.
Il y a une dimension très cosmopolite dans son travail. Absolument. Et puis, dans certains concerts, quand il lâche sa trompette et qu'il est assez confiant pour chanter, ça lui arrive pas souvent, on sent aussi une dimension mystique. Et c'est en cela que ça explique le choix que tu as fait pour incarner symboliquement ton propre parcours. Absolument. Il y a un concert qu'il a donné à Istanbul notamment. Quand je regarde le film, les personnes qui sont devant lui en train de l'écouter partent en transe. Alors d'un côté, il part dans les états modifiés, il emmène toute la salle. Donc ça, c'est quelque chose que j'admire. C'est quelqu'un qui a trouvé sa place, sa contribution à créer son activité, qui emmène les autres avec beaucoup de joie, beaucoup de profondeur en même temps. Voilà, un jour peut-être, j'aimerais ressembler à ça. C'est quelque chose aussi qui t'inspire, cette capacité à entrer en contact avec l'autre avec beaucoup de fluidité, de flow. Moi, sa musique, j'écoute ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je suis complètement ailleurs. Et puis, il y a une fin pour moi. Très souvent, je ne vais pas jusqu'au bout de l'album. C'est comme si je me mettais dans un état particulier grâce à lui et que c'était bon. C'est ça qui m'attire un peu plus concrètement de sa musique. Je rentre en connexion avec ce qu'il fait, il m'emmène et je suis totalement ailleurs quand je l'écoute. Avant de conclure, je vais rappeler le titre de ton livre, Coaching existentiel, accompagner la recherche de sens au travail, aux éditions Duno. Merci beaucoup, Omid, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toi, un grand merci. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.